Donc, je m'appelle Simon Ferrandou, je viens du midi de la France, pas Toulouse, mais j'habite proche de Nice, une petite ville qui s'appelle Vence. Je suis auteur, poète et conférencier et chercheur indépendant. Et je mène des recherches dans ce domaine des origines de la civilisation. Et je vais utiliser la présentation de Jean-Claude Molly pour vous donner une petite précision en fait, sur ce qui m'intéresse le plus. Vous avez vu dans ce qu'il vous a montré tout à l'heure, il vous a montré une carte de l'Afrique avec différentes vagues migratoires voilà, des peuples africains qui sont sortis d'Afrique. Et il vous a montré qu'en fait, par ces vagues, les langues, notamment bantoues, auront été assimilées par les peuples vivants en Arabie, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Proche-Orient, en Asie, etc. Et en fait, moi, c'est cette passation en fait, qui m'intéresse le plus dans mon travail, c'est-à-dire l'origine africaine de ce qu'on appelle les langues indo-européennes aujourd'hui. Donc, il vous l'a dit tout à l'heure, moi j'ignorais qu'il allait le dire de cette façon. Voilà, dans ma recherche, je suis souvent confronté à cette question et en étudiant les proto-racines de l'indo-européen, je me dis souvent, mais tiens, ce sont les mêmes que dans les langues bantoues, dans des langues africaines, et il y a comme ça en fait une continuité. Donc aujourd'hui, ma présentation, qui sera vraiment très synthétique, ce ne sera pas la version intégrale de cette conférence sur le mythe de Sisyphe. Il y aura beaucoup moins de linguistique que de symbolique et de mythologie, donc bon, on sera un peu plus tranquille de ce côté-là. Mais vous verrez quand même qu'il y aura des comparaisons lexicales qui seront faites intéressantes en ce qui concerne l'homonymie aussi dont Bolli vous a parlé, dont Dibombari vous parlera aussi. Donc voilà. J'ai commis un petit ouvrage avec Dibombari, qui est un genre d'opuscule que vous pourrez trouver aussi si ça vous intéresse. On a écrit cet ouvrage à deux. Je l'avais appelé à l'époque l'origine africaine des langues et la structure consonantique des mots. Donc vous verrez que les consonnes auront un petit rôle à jouer aujourd'hui dans ce que je présenterai. Ok, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous propose cette conférence, les origines égyptiennes et africaines du mythe de Sisyphe. Je ne sais pas si vous connaissez ce mythe, si vous êtes familier, de toute façon on va le découvrir ensemble. C'est un mythe qui est quand même central dans la mythologie grecque, qui est très important et bon, qui a marqué les esprits, notamment au XXe siècle en Occident, par l'apport d'un philosophe connu, Camus, qui a utilisé, comme on va le voir, ce personnage en fait, mythologique pour illustrer sa pensée sur la vie en général. Donc il y aura trois parties dans ma conférence. La première, on explorera ensemble assez rapidement la version grecque du mythe de Sisyphe, la version classique dans ses différentes versions. La deuxième partie, ce sera la version égyptienne, bien sûr, et puis la deuxième partie, et en troisième partie, on proposera de nouvelles étymologies quant à des noms et des mots importants. Ok, donc les premières attestations de ce qu'on appelle le mythe de Sisyphe, ce sera bien sûr chez Homère. Donc Homère, vous le connaissez tous, c'était un Aède qui vivait autour du 8e siècle avant Jésus-Christ dans la Grèce ancienne. Un Aède, donc en fait un poète qui se produisait dans les cabarets, dans les salles de son époque, et qui, tout en chantant, tout en jouant de la musique, transmettait en fait des histoires importantes quant à l'origine des dieux, l'origine du monde. Voilà. Toute la tradition en fait orale homérique a été fixée par écrit petit à petit, surtout par les gens qui l'auront suivi. Et on sait qu'à peu près vers le 6e siècle avant Jésus-Christ, la tradition homérique est fixée par écrit avec l'alphabet grec de l'époque. Et c'est dans ces textes en fait, que l'on retrouve les plus anciennes attestations du personnage de Sisyphe, qui déjà en grec ancien s'appelle Sisyphos. Donc là c'est la version francisée, mais c'est exactement le même terme. Et alors, dans l'Iliade, on trouve un petit bloc originel qui évoque Sisyphe, donc selon Homère, et puis dans l'Odyssée, ce sont les deux œuvres principales qu'on attribue à Homère, un autre petit bloc. Alors, dans l'Iliade, Homère nous offre une première image de Sisyphe. Je ne sais pas si je vais tout vous lire, mais il nous explique que Sisyphe, en fait, est un roi. C'est un premier point important. Il est un roi qui vit dans la ville de Corinthe. En fait, c'est l'ancienne Éphire, dans le golfe de Corinthe, dans la Grèce ancienne. Et il nous fait un petit commentaire qui est très important pour la suite. C'est là que vivait Sisyphe, à Éphire, le plus rusé des mortels. Bon, vous allez voir que c'est une phrase qu'on va garder en mémoire. Elle va nous servir pour essayer de cerner le personnage un petit peu mieux par la suite. Il nous explique un petit peu la généalogie, qui est une belle généalogie de ce personnage. Les dieux accordèrent à ce héros la beauté et la vaillance unies à la douceur, etc., etc.
Zeus avait soumis tous les Argiens au sceptre de ce roi. Bon, c'est important. C'est la première fois que Sisyphe est présenté par Homère, et il le présente comme un roi. Mais voyez aussi un premier élément, Proetos trama contre Sisyphe de sinistres complots et le chassa d'Argos. Donc ici, on a les premiers points, disons, du schéma narratif de ce mythe. Sisyphe est un roi, un héros grec. Il va être déchu, chassé de sa ville ou puni par les dieux. Et il est aussi le plus rusé des mortels. Ok. Ensuite, sans qu'il explique rien pourquoi, Homère, il nous reparle de Sisyphe à travers la voix d'Ulysse dans l'Odyssée. Donc c'est Ulysse qui parle. Et bon, pour vous contextualiser ce très court passage, Ulysse se trouve à ce moment-là, me semble-t-il, dans le récit vers le nord de l'Europe, je crois en Écosse, le pays des Cimériens, je crois. Et il creuse en fait un trou avec son glaive parce qu'il s'apprête à faire des offrandes aux dieux de la terre et aux ancêtres. Bon, c'est un culte qui va vous rappeler des choses, qui ressemble fort au mundus étrusque ou à bien des rituels archaïques africains. Donc Ulysse creuse son trou avec son glaive, et puis il commence à faire des offrandes, et puis tous les ancêtres, tous les anciens, et beaucoup d'âmes viennent se présenter à lui. Et pour faire très court, au milieu de toutes les âmes qu'il voit, il en voit une, qui est celle de Sisyphe, qui est aux enfers, il ne sait pas pourquoi. Et dans les enfers grecs, donc c'est-à-dire le monde souterrain, Sisyphe est en train de pousser un énorme rocher. Ok, donc vous connaissez ce personnage. Donc là, tout à coup, on passe d'un roi déchu à un personnage qui est carrément dans le royaume souterrain, puni dans les enfers, et qui est accablé de la pire des tâches. Donc voilà ce que nous dit rapidement Ulysse, Homère à travers la voix d'Ulysse. Sisyphe, agité par de cruels tourments, s'offre à mes regards. Il roule un énorme rocher. Et regardez cette phrase que j'ai mise en exergue, elle va nous servir pour la suite. Il pousse son rocher avec ses pieds et ses mains, jusqu'au sommet d'une montagne. Dès que la roche est près d'atteindre la cime, une force supérieure la repousse en arrière, et l'impitoyable pierre retombe de tout son poids dans la plaine. Sisyphe recommence sans cesse à pousser la roche avec effort. La sueur coule de ses membres et des tourbillons de poussière s'élèvent, etc. C'est un poète. Ok, donc voilà maintenant un Sisyphe condamné qui pousse une roche de façon éternelle. La roche, à chaque fois qu'il arrive à la cime, elle retombe, il recommence, et puis c'est le pire des châtiments. Ce sont les blocs originels. Alors, généralement, on offre, les hellénistes, ceux qui s'occupent des traductions du grec ancien en français, offrent deux traductions possibles du même passage, celui que je vous ai mis en exergue, vous aviez vu. Soit il roule un énorme rocher et le pousse avec ses pieds et ses mains, soit, une autre version possible, arc-bouté des pieds et des mains, il poussait ce grand bloc. Ok, tout ça, ça va nous servir pour la suite. J'ai juste mis une petite allusion à l'expression française « faire des pieds et des mains », j'ai trouvé ça marrant, parce qu'on a un Sisyphe qui est censé pousser son rocher avec les pieds, je ne sais pas comment c'est possible, surtout en pente jusqu'au sommet d'une montagne. En français, on dit « faire des pieds et des mains », c'est-à-dire faire des efforts incommensurables et toute une panoplie d'efforts qui ne servent pas à grand-chose pour réussir une tâche. Bon, moi la question que je me suis posée en relisant, pour préparer cette conférence, en relisant justement ces passages et ces traductions d'Homère, je me suis vraiment posé cette question, comment peut-on pousser un rocher en pente jusqu'au sommet d'une montagne avec les pieds? Et on aura la réponse peut-être plus tard. D'autres sources antiques, bon, j'ai mis pas mal de noms, mais c'était juste pour vous donner quelques indications, et je dois aller vite parce que ma présentation est synthétique, mais je pense que je n'aurai pas le temps de tout présenter. On va s'attarder sur les dernières sources, plus tard que bien sûr à parler évoque Sisyphe. Hygine, c'est un auteur intéressant qui vit dans les premiers siècles avant Jésus-Christ, un auteur de langue grecque. Et dans ses fables, en fait, il va se mettre à développer plusieurs hypothèses quant à l'origine du châtiment de Sisyphe. Donc lui, ce qui l'intéresse, et comme beaucoup de mythographes grecs, en fait, à la suite d'Homère, ils se disent « Mon Dieu, mais Homère nous a présenté un roi déchu et puis sans aucune explication qui reçoit le pire des châtiments. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'a fait au juste Sisyphe pour mériter ça? Quelle est la cause de sa punition? » Donc Hygine va être un des mythographes grecs les plus connus pour ça, et il va développer 5 hypothèses principales. Et la troisième de ces hypothèses, qui est en fait simplement une des versions du mythe grec, qui est pour moi la plus complète, la plus intéressante et la version principale, qui va nous servir de fil rouge pendant cette conférence, c'est celle que Pausanias aussi, autre auteur grec, 1er siècle avant, va retenir. Donc Pausanias, je ne vous fais pas la lecture parce que ces tournures de phrases sont un petit peu en français bizarres, mais en fait, que nous raconte Pausanias? Il nous dit
Derrière le temple, qui est dans l'Acrocorinthe, donc si vous voulez, vous avez l'ancienne ville d'Éphire, Corinthe, dont Sisyphe est le roi, et puis vous avez l'Acrocorinthe, c'est encore la cité bâtie sur les hauteurs, sur la colline du centre, et derrière le temple, il y a une fontaine. Et Pausanias nous dit, à ce qu'on prétend, c'est un don de l'Azope. Retenez ce nom, Azope, il va nous servir pour la suite, Azopos en grec ancien. Donc en fait c'est un fleuve, il y a un fleuve qui est là, et il aurait donné de l'eau à Sisyphe par le biais d'une fontaine. Alors pourquoi? Parce que Sisyphe un jour, il est là, on ne sait pas, il ne fait pas grand-chose, et puis il voit Zeus se transformer en aigle pour aller enlever une des 20 ou 21 filles du fleuve Azope. Donc, ok, il assiste à la scène. Donc, Zeus se transforme en aigle, il enlève Égine, une des filles du fleuve. Le fleuve, je crois, ne s'en rend même pas compte d'ailleurs. Et Sisyphe se dit, tiens, parce que c'est le plus rusé des mortels, souvenez-vous de ça. Il se dit, je vais pouvoir faire un deal avec le fleuve. Moi, j'ai besoin d'eau. Le fleuve a besoin d'avoir toutes ses filles. Je vais aller le voir et je vais lui proposer un marché. Donc, il dit à Azope, en gros, je sais qui a enlevé ta fille, mais je ne te dirai son nom que si tu me donnes de l'eau. Le fleuve, évidemment, accepte, et il va donner de l'eau à Sisyphe, de façon différente en fonction des versions, soit par une fontaine, okay, comme c'est dit ici chez Pausanias, soit par une crue. Donc dans certaines versions du mythe, on va le voir après, il se met en crue, le fleuve, et il inonde toute la vallée. Ça vous rappelle évidemment la vallée du Nil. Hein. On parle d'un fleuve divinisé, mythifié, hein, vous allez voir. Donc, soit par une crue, une inondation, soit par une fontaine, il offre l'eau dont Sisyphe a besoin. Et puis c'est pour ça, nous dit Pausanias, que Zeus en fait va punir Sisyphe. Parce que Zeus est évidemment omniscient, omnipotent, il assiste lui-même à la scène au moment où Sisyphe révèle à Azope, tu sais que c'est Zeus qui a fait ça, Zeus est en train de l'écouter, donc il dit, toi, je vais te punir. Et voilà la cause en fait du châtiment de Sisyphe selon Pausanias. Le premier commentaire que je voulais faire, c'est une petite relation linguistique. Azopos, en général, est traduit par les linguistes comme le boueux, le limoneux. Hein, donc ça vous rappelle le Nil encore. Hein, le fleuve qui, en sortant de sa crue, peut laisser des vases, de la marne, de la boue, du limon en fait, dans la vallée. Os, c'est un suffixe nominal hein, qui est courant dans la langue grecque. Donc la racine de ce nom, du nom du fleuve en fait, qui se met en crue, c'est Azope. On va retenir ça parce qu'on en aura besoin par la suite. C'est une racine bilitaire, donc c'est-à-dire structurée sur deux consonnes fortes, S, P. Donc, selon le dictionnaire de la mythologie grecque et romaine de Joel Schmidt, j'ai pris celui-ci parce que c'est celui que j'utilise généralement. C'est un petit dictionnaire qui offre des résumés en fait, de la mythologie gréco-romaine. Ce fleuve du Péloponnèse, donc Azopos, qui se jette dans la mer de Corinthe, fut divinisé. Il raconte l'histoire de Sisyphe, et c'est là qu'il dit « Le fleuve, de fureur en apprenant que Zeus avait enlevé une de ses filles, gonfla ses eaux et dévasta toute la contrée. » Ok, donc on parle d'inondation et de crue. Je vous ai mis une image à droite du Nil, hein. Vous remarquez, ce n'est pas le fleuve Azope. Hop, parce qu'il y a une correspondance en vérité. Donc pour faire un résumé du mythe grec, Sisyphe a besoin d'eau, Sisyphe le roi de Corinthe. On ne sait pas pourquoi, hein. C'est comme ça que l'histoire commence. Sisyphe a besoin d'eau. Il voit Zeus enlever une des filles du fleuve. Il va faire un marché avec le fleuve. Il lui donne le nom du ravisseur de sa fille et le fleuve lui donne l'eau dont Sisyphe a besoin. Et donc Zeus punit Sisyphe par différents châtiments. D'abord, il va lui envoyer directement la mort personnifiée, donc Thanatos, le génie de la mort. Sisyphe, puisqu'il est le plus rusé des mortels, va inventer un genre de piège pour neutraliser Thanatos. En fonction des versions, il l'enferme dans une cave, ou bon, il l'enchaîne sur des murs, ça dépend. Mais il déjoue la mort une première fois. Ensuite, Zeus va directement le transporter dans l'Hadès, le royaume souterrain, donc directement dans les enfers. Soit il envoie Hadès, donc Hadès le ramène dans les enfers, soit il le transporte directement. Sisyphe va trouver une astuce. Il va inventer une espèce de petit mytho à Hadès et puis il va réussir à sortir des enfers. Donc il transgresse la mort au moins une fois dans les versions, c'est très important. Il opère ce qu'on appelle une catabase en fait, chez les Grecs, c'est-à-dire descente dans les enfers et puis remonter, hein, il faut en sortir. Au moins une catabase chez Sisyphe, sinon plusieurs. Et puis Zeus, là de ne jamais réussir à le punir comme il souhaiterait, attend que Sisyphe coule ses jours heureux, Sisyphe meurt de sa belle mort, donc il descend aux enfers puisqu'il est mort, et là Zeus lui dit maintenant que tu y es,
jusqu'à la fin de l'éternité, tu rouleras ton rocher indéfiniment, etc. C'est le troisième châtiment, quoi. Okay, donc je les ai résumés ici. Il envoie Thanatos à Sisyphe, Zeus. Ensuite, il transporte Sisyphe dans l'Hadès, et puis il le condamne à pousser son rocher éternellement. Ok, donc il y a différentes versions du mythe, mais ces 4 points sont toujours suggérés, et c'est important, en fait, c'est les 4 éléments qui constituent le schéma narratif de ce mythe, selon moi en tout cas. Sisyphe est plein de métis, c'est un mot grec, c'est l'intelligence rusée, il est capable dans l'instant de concevoir des stratégies. C'est aussi la sagesse, hein, la métis, la sagesse, il a une connaissance en fait, hein, soit qui s'explique par une initiation, soit innée, mais il a une connaissance qui lui permet de ruser. Sisyphe conjure la mort en piégeant le génie Thanatos. Sisyphe transgresse la mort en faisant au moins une catabase, aller-retour entre la terre et les enfers, ou l'inverse. Et puis enfin, Sisyphe est condamné dans les enfers à pousser son rocher, son fardeau. Alors, moi dans mon travail, tout commence par le mot. Je ne pense pas, je n'engage pas de recherche, je ne fais pas grand-chose sans avoir commencé par chercher les étymologies possibles des mots qui vont cadrer en fait ma recherche. Donc, vous vous imaginez bien qu'il y a 6 mois en arrière, quand j'ai commencé à préparer cette conférence, quand Jelly m'a appelé, m'a proposé de m'inviter, j'ai dit super, alors qu'est-ce que ce sera ton sujet? Bah, je suis dans Sisyphe, alors ce sera ça. Bon, ben, vous vous imaginez bien que la première chose que j'ai faite quand je préparais ma conférence, j'ai dit déjà pour commencer, qu'est-ce que signifie le nom Sisyphe? Parce que en fonction de l'étymologie, ça apporte beaucoup d'éléments sur qui est exactement ce personnage. Il y a toujours différents niveaux de lecture en fait dans les mythes. Et moi, je voulais tout de suite arriver dans la profondeur. Donc, j'ai ouvert un dictionnaire, et puis 2, et puis 3. Et puis, j'ai trouvé cette phrase qu'on trouve très souvent dans les dictionnaires linguistiques de mon monde occidentaux. Origine obscure. Ok. Donc, voilà, ça commençait avec une obscurité. J'étais très vexé, et c'était parfait, parce que moi, quand je suis vexé, après je cherche, je travaille, et puis je ne démords pas. En fait, l'étymologie, certes, est obscure, mais les linguistes ont quand même proposé 2 pistes. Je ne vais pas avoir le temps aujourd'hui de vous expliquer la seconde, je vais juste vous l'évoquer, mais je referai la version intégrale de cette conférence ultérieurement pour pouvoir en présenter tous les aspects, parce qu'il y a énormément d'axes, en fait, c'est très important. Mais... Donc les linguistes ont dit, en gros, ce nom de Sisyphe, en fait, honnêtement, on ne voit pas trop à quoi il correspond, mais on peut former quand même quelques hypothèses, et les 2 principales, la première, c'est la plus pertinente, ce serait la forme redoublée de Sophos en grec ancien, le sage. Si Sophos. Ok, vous avez vu que Homère disait c'est le plus rusé des mortels. Pourquoi pas? Je vous avoue que moi, je ne sais pas l'expliquer. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais cette étymologie ne m'a jamais convaincu. Si, pourquoi? Peut-être parce que pour moi, dans les différentes versions du mythe de Sisyphe, en fait, sa métisse, sa sagesse ou quoi, ça n'est pas du tout l'élément principal en fait. Donc c'est peut-être pour ça qu'à chaque fois je me disais mais j'étais pas convaincu. Mais bon, c'est pertinent. Ok, c'est pertinent. Donc, et puis bon, la deuxième, ça viendrait de Sisus, mais pour moi, linguistiquement parlant, cette hypothèse, je vois pas comment Sisus aurait pu donner Sisyphos. Bon, je la trouve pas pertinente, mais voilà. En fait, elle l'est. Donc c'est peut-être un hasard, parce qu'en fait, la peau de chèvre dans toute cette histoire, le domaine des caprins, symboliquement, est en fait au centre. Mais bon, je ne vais pas avoir le temps de vous présenter cet aspect-là. On va rester sur le premier aujourd'hui. Donc dans l'hypothèse numéro 1, le nom Sisyphos en grec se décomposerait donc ainsi, selon les linguistes et selon cette hypothèse. Si, ce serait préfixe, ou une prothèse, si vous voulez, ça ne fait pas partie de la racine du mot. Souf ou soph, le sage. Et os, vous l'avez déjà vu, c'est le suffixe nominal usuel en grec. Ok. Donc, la racine serait une racine bilitaire, souf, soph. Et est-ce que ça ne vous rappelle pas déjà quelque chose? Nous tombons sur la même racine bilitaire que le nom du fleuve Azope. Azope, c'était SP. Ici, il faut que vous voyez SP, parce que ce F grec, en fait, mutation linguistique commune en fait, à ces langues, transforme souvent le P en F ou le P en V, comme dans les langues africaines en général. Donc en fait, nous avons là une même racine. Déjà, c'est tout à fait intéressant, c'est-à-dire que la racine du nom Sisyphe, ce personnage qui va parler à un fleuve, eh ben, c'est la même racine que le nom du fleuve. Bon, il y a un échange là qui est très intéressant symboliquement et qui s'éclairera par la suite, vous allez voir. En troisième sous-partie, rapidement, c'est à titre indicatif,
le mythe chez les modernes occidentaux. Enfin, et encore je dis occidentaux, mais Camus était quand même censé être maghrébin. Voilà, le premier commentaire, c'est que Sisyphe est devenu un personnage archétypal. C'est comme ça en général qu'on le connaît. L'élément qui est resté, c'est le portefaix, c'est-à-dire le porteur de fardeau. Ce personnage qui, ici, est représenté sur un vase moins 530 à peu près avant Jésus-Christ pour la datation. Vous voyez Perséphone, la femme d'Alès, qui le surveille, et il est obligé de pousser, là on dirait un œuf, hein, c'est pas du tout anodin selon moi, mais il a son rocher blanc entre les mains. Et puis vous voyez que quelques 2500 ans plus tard à peu près, on a un Sisyphe tout en muscles, ramené à sa prime humilité, dans les enfers, le ciel rouge, qui porte son fardeau. Ça c'est Franz von Stuck. C'était un peintre allemand, munichois me semble-t-il, en 1920. Donc ce personnage archétypal a vraiment traversé les siècles à travers la figure du portefaix, du porteur de fardeau. C'est important. C'est pour moi l'élément principal en fait de ce mythe, vous allez voir. Donc beaucoup d'autres sources modernes, je ne vais pas toutes les commenter, peut-être juste rapidement. Kirsti Simonsoury, donc c'est une chercheuse du nord de l'Europe qui a commis des genres de précis sur la figure de Sisyphe. Pourquoi je vous la mets? Parce que elle propose un décryptage du mythe qui va être naturaliste. Et moi, ça me parle beaucoup. Voilà, je n'ai pas eu le temps de vous en parler beaucoup, mais le retour à la nature est un sujet qui m'importe, vous allez le voir dans cette présentation. Elle a remarqué qu'en fait, le mythe de Sisyphe était un mythe d'oscillation. Vous comprenez qu'à la fois en descendant dans les enfers et en ressortant plusieurs fois, ou en poussant son rocher sur la montagne et puis en redescendant, elle a vu un mouvement oscillatoire. Et elle propose des lectures naturelles en disant peut-être qu'il s'agit là en fait du mouvement des vagues dans l'océan, la houle, ou peut-être qu'on peut y voir le vent dans les herbes des champs. Un mouvement en fait cyclique oscillatoire naturel qui pourrait expliquer l'écriture de ce mythe. Ce serait une espèce de niveau de lecture sous-jacent. Moi je trouve ça intéressant, c'est pour ça que je vous ai cité cette source. Ensuite, Jean Audry. Donc Jean Audry, je ne pense pas que vous le connaissiez peut-être, c'était un chercheur du XXe siècle qui a travaillé dans le monde indo-européen, qui a été très décrié pour le livre que je vous ai mis ici parce qu'il avait des thèses politiques qui étaient assez nauséabondes, on va le dire comme ça. Mais je me suis quand même lancé à citer son ouvrage juste pour une raison, c'est parce qu'en ce qui concerne le mythe de Sisyphe, il se trouve que ce qu'il propose comme interprétation rejoint pas mal celle que je vais vous proposer ce soir, en ce qui concerne le mythe de Sisyphe. Donc lui, il voit dans ce mouvement ondulatoire, oscillatoire, la course de l'astre du jour, donc le soleil, toute une année. Donc le soleil, vous le savez, remonte au solstice d'été. C'est la résurrection symboliquement. Il atteint son apogée, il est au faîte de la montagne. Et puis, éternellement, sans jamais que ça change, il retombe. Et donc ça, c'est la mort du soleil, symboliquement. Et puis on arrive au solstice d'hiver, et puis ça remonte, etc. Donc la course du soleil autour d'une année. Jean Audry a intitulé son ouvrage « La religion cosmique des Indo-Européens ». Aujourd'hui, on a vu déjà avec Jean-Claude Boly, et puis c'est mon sentiment aussi, qu'en fait, ce monde indo-européen, on pourrait l'ouvrir largement plus au continent qui nous occupe tous, hein. L'Afrique, j'ai nommé. Mais bon, il avait, lui, donné ce titre, et c'était déjà une piste pas mal. Ensuite, pour faire vite, Robert Merle, c'est un auteur français, en 1950, il publie « Sisyphe et la mort ». J'ai juste mis cette référence pour le titre, parce que, et j'espère que vous aurez cette idée en tête en ressortant de cette conférence, c'est ça le sujet. Sisyphe, le mythe de Sisyphe, c'est ça, c'est la mort. C'est la mort, donc la résurrection. On meurt et on ressuscite. Sisyphe, c'est ça. On va le voir. Hein. Et puis bien sûr, Albert Camus, qui en pleine occupation pendant la Seconde Guerre, monsieur, vous avez dû l'étudier pendant votre lycée, apparemment. Donc en pleine occupation pendant la Seconde Guerre mondiale, Albert Camus commet le mythe de Sisyphe. 1942, il sort un ouvrage incroyable parce que Camus est un écrivain incroyable, avec une plume exceptionnelle, et puis un être de lucidité qui voulait se confronter, lui, aux questions de la mort frontalement. Donc il commet un ouvrage qui commence en parlant de la question du suicide, de l'absurdité de la vie, de la mort comme finitude. Bon, dès l'introduction, ça vous plombe. Et puis petit à petit, au fil de l'ouvrage, il commence à parler un petit peu de Sisyphe, mais c'est surtout à la fin, dans le dernier chapitre, il vient récupérer ce personnage de Sisyphe, ce personnage grec, a priori, pour illustrer
ce qu'il appelle, lui, l'absurdité de la vie. Donc Camus n'a pas trouvé à ce moment-là de son écriture d'image plus parlante que ce Sisyphe pour expliquer l'absurdité de la vie. Camus disait, bon, quand on naît, on se rend compte très vite qu'on va mourir, ça n'a aucun sens, pourquoi naître si on va mourir? C'est absurde. Or, Sisyphe pousse toujours un rocher, mais qui n'arrive jamais en haut de la montagne, c'est absurde. C'est un petit peu ça l'existence, et en fait, il vient solliciter ce mythe, hein, vous comprenez, pour offrir une image à son propos. Et avec ce livre, Camus en fait, a inondé l'inconscient collectif du monde occidental. Depuis, tout le monde connaît Sisyphe, depuis ce livre de Camus. C'est sûr, on a tous en tête ce Sisyphe portefaix qui pousse sa pierre. Bon voilà, chez Camus, pas de héros le plus rusé des mortels comme chez Homère. Non, lui c'est Sisyphe, héros absurde, ce sera son expression. Et puis après, parce que bien sûr, c'était un philosophe total, selon moi, Camus, il va boucler la boucle de sa pensée dans ce livre, et il va aller plus loin que cette seule finitude et absurdité en disant « mais on peut aussi se révolter, et il faut imaginer Sisyphe heureux, etc. » Vous connaissez cette phrase, mais ce n'est pas le sujet de la conférence. Mais voilà, c'était pour dire que d'Homère à Camus, on a une histoire du mythe de Sisyphe qui a voyagé à travers les âges. Deuxième partie, je vais vous présenter la version égyptienne du mythe de Sisyphe. Alors je vous le dis tout de suite, il n'est pas censé en exister. Donc ça, moi je vous écris ça comme si c'était évident, mais si vous cherchez aujourd'hui, vous ne trouverez pas de version égyptienne du mythe de Sisyphe. Sisyphe est un mythe grec. C'est ce qu'on apprend, c'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on pense. On va commencer à évoquer l'origine du panthéon grec. Et je remercie Jean-Claude Mboli parce qu'il nous a tracé toute une voie avec sa première conférence. Donc Hérodote disait cette phrase qui a été fort commentée depuis, surtout par les modernes aujourd'hui, les hellénistes, qui veulent relativiser l'apport égyptien au monde grec, ce qui me laisse un petit peu pantois. Donc Hérodote a dit cette phrase, parmi d'autres. D'ailleurs, les noms de presque tous les dieux en Grèce proviennent de l'Égypte. Moi, je vous mets juste cette citation pour vous faire comprendre mon propos. Et la question que je me suis posée en travaillant sur Sisyphe, je me suis dit, bon, on sait quand même globalement que le panthéon grec vient pour large partie du panthéon égyptien. Vous le savez. Je vous ai mis quelques exemples. Vous savez que les Grecs assimilaient énormément, en fait, comme les Romains plus tard, les divinités étrangères, parce qu'elles venaient enrichir leur conception. C'est pour ça qu'ils l'ont fait. Comprenez bien que si les Grecs, ils n'auraient pas assimilé les divinités et les concepts étrangers, les Grecs, si ça les appauvrissait, donc c'est que ça venait les enrichir. Donc Amon, ou Ra, Ré, c'est devenu Zeus. Neis, Athéna, ici d'ailleurs on a une métathèse, linguistiquement parlant. Vous voyez qu'on a structure, exactement, on a un Neis, N, T, TN pour Athéna, c'est presque le même mot métatiquement. Osiris, Dionysos, Horus, Apollon, Isis, Déméter, vous connaissez tout ça, Nephthys qui sera Aphrodite, et puis Vénus chez les Romains, et puis Marie-Madeleine chez les chrétiens, etc., etc. Seth qui donnera Typhon, ou Satan, Chétan, etc., etc. Donc l'idée c'est quoi? C'est que moi je me suis dit, bon, sachant ça, que quand même pour large partie le panthéon grec provient du panthéon égyptien, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un personnage porteur de fardeau dans le panthéon ou la mythologie égyptienne qui aurait pu donner la figure de Sisyphe chez les Grecs? Vous voyez moi ça me semble assez logique comme question, mais en faisant moult recherches, j'ai eu l'impression que cette question n'avait jamais intéressé aucun de mes confrères et de mes prédécesseurs. Alors j'ai trouvé ça un petit peu étrange. Hop, c'est comme ça que je me la suis posée. Existe-t-il un porte-fée, donc fée, ancien français, vous voyez, fardeau, un porteur de fardeau dans le panthéon égyptien, qui aurait pu inspirer la figure de Sisyphe? Évidemment, et vous l'avez devant vous. Donc le dieu qu'on appelle communément Khépri dans l'égyptologie classique, qui est un dieu inspiré de la figure du scarabée sacré. Ce scarabée sacré qui est un scarabée bousier, c'est-à-dire coprophage, c'est-à-dire mangeur et rouleur d'excréments. Voilà, en tout cas à ce stade, un porteur de fardeau. Parce que, comme vous le savez, et des bousiers, il y en a partout en Afrique, jusqu'en Afrique du Sud, beaucoup en Afrique du Sud. Et ils font un travail d'assainissement des sols incroyable, où ils enfouissent en fait les bouses d'éléphants notamment. Et on sait que les scientifiques qui travaillent en Afrique du Sud disent que s'il n'y avait pas les scarabées bousiers, par exemple, et en fait il y aurait des monticules d'excréments d'éléphants partout.
et qu'ils enfouissent je ne sais plus combien de tonnes par an d'excréments, ce qui permet de fertiliser les sols, et puis bon, etc. Un animal exceptionnel, le scarabée bousier, qui en plus, regardez là, il est très noble sur sa boule. Vous le connaissez bien, vous savez qu'il pousse sa boule d'excréments pour aller la cacher dans un endroit pour pouvoir la manger, pour pas qu'on lui pique, etc. etc. On va voir tout ça ensemble. Et là, vous avez une graphie parmi plusieurs. Donc là, on est en Égypte avec l'écriture hiéroglyphique. Voilà une des façons d'écrire le nom de ce dieu, de ce scarabée sacré, qu'on translittère par Képer, Képri. Ça signifie notamment devenir, naître, grandir. Il y a beaucoup en fait, d'acceptions possibles. Se transformer, se transmuter, devenir, naître, mourir, ressusciter, etc. C'est l'emblème de la mort et de la résurrection, ce petit scarabée. Bon, je commenterai pas trop, j'aurai pas le temps de commenter les autres, mais ça suffit. Donc c'est un animal sacré. Alors je vous introduis une petite note d'un égyptologue que j'affectionne énormément, un contemporain français qui s'appelle René Lachaud. Je l'aime beaucoup parce que je vous ai dit que j'étais poète et c'est un égyptologue, il se trouve, je ne savais pas que ça existait jusqu'à ce que je tombe sur un de ses ouvrages par le plus grand des hasards, c'est un égyptologue qui écrit de façon poétique. Alors moi quand j'ai découvert ça, j'étais aux anges parce qu'il faut avouer quand même dans la recherche qu'on a certains manuels qui sont très très compliqués où on ne s'amuse pas forcément en les lisant. Quand on tombe sur de l'égyptologie poétique, là, bon, moi ça m'a séduit. Au-delà de ça, c'est un égyptologue qui s'intéresse à l'ésotérisme en Égypte ancienne. Et puis, que dit-il dans un excellent ouvrage, Itinéraire pour une Égypte intérieure, le chapitre Scarabée ou l'alchimie de la lumière? Un peuple puise ses symboles dans ses racines. À l'origine, il observe ce qui vit autour de lui. Et là, on arrive au point qui, moi, me tient le plus à cœur et que je veux vous présenter aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, donc j'emploie ces expressions anachroniques à dessein. Elles ne sont peut-être pas adéquates à la civilisation égyptienne, moi je pense que si, mais je les emploie à dessein. On appelle ça aujourd'hui la bio-inspiration et le biomimétisme. Et pour moi, les anciens Égyptiens, les Africains de la vallée du Nil, étaient bio-inspirés. Bios, c'est le vivant, le vivant grec ancien, la nature vivante, organique. Les Égyptiens anciens étaient bio-inspirés et du coup aussi biomimétiques. En gros, ils observaient leur environnement, ils sacralisaient chaque élément de la nature et ils ne cherchaient pas à vouloir nécessairement dépasser cette création qui leur avait été offerte. Ils cherchaient plutôt à pouvoir l'imiter pour se sentir en correspondance et en osmose avec elle. Bon, c'est un petit peu ça, ces concepts. Le scarabée roulant devant lui sa boule est le symbole du créateur du monde, le grand démiurge. Ce qu'il pousse devant lui est une sphère de lumière pure, d'énergie, c'est le soleil envisagé dans sa course astrale. Donc là, on arrive à la symbolique. Et puis là, on a un peintre russe aussi, c'est un peintre actuel qui fait très inspiré, qui fait des formidables toiles. Vladimir Kouch, je suis désolé, on ne voit pas bien son nom. Vladimir Kouch, un peintre surréaliste. Et j'étais tombé déjà sur cette image merveilleuse. Alors lui avait vu déjà la chose. Vous allez voir qu'en fait, autant de scientifiques que d'artistes à travers les âges ont eu ce pressentiment que ce scarabée était à l'origine du personnage de Sisyphe. Et vous voyez un Sisyphe bousier qui est en train de monter le soleil en haut d'une montagne, et on revient à la conception du linguiste dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce soleil qui, soit dans son cycle en fait journalier, qui renaît à l'aube et qui meurt le soir pour ressusciter, etc., soit dans sa course annuelle, qui fait le même mouvement, on s'aperçoit que c'est bien ça la symbolique du scarabée bousier pour les anciens Égyptiens. La boule va devenir une matière alchimique de transmutation où toute la vie se renouvelle, à l'image du soleil en fait. Ok, ça on l'a vu, le mot képer est un verbe qui peut se traduire par être, exister, arriver, se produire, créer, façonner, transformer, devenir. Le pluriel képerou se rapporte aux transformations incessantes du vivant, aux états de la vie, donc je vous ai mis donc aux métamorphoses. C'est fondamental ce terme. Métamorphose, c'est la transmutation alchimique. Et cet animal, le scarabée, vous allez le voir, connaît des métamorphoses. Lui-même, je veux dire réellement, il se transforme en plusieurs états, ver, larve, nymphe, scarabée, et puis ça recommence. Ok. Donc le bousier serait à l'origine du mythe de Sisyphe, c'est mon hypothèse. Et je vous propose donc, à l'image d'Yves Cambefort, je vous recommande, vous pouvez, je crois, le trouver en téléchargement sur Internet, le scarabée dans l'Égypte ancienne, origine et signification du symbole. C'est ahurissant, ce texte, ahurissant.
Que nous dit-il, Yves Cambefort? C'est une proposition qu'il fait, moi je le suis, je vous fais la même aujourd'hui. Cet insecte présente des particularités morphologiques et biologiques qui, interprétées de façon symbolique, ont contribué à la formation des croyances égyptiennes. Au rebours de la façon de procéder des égyptologues qui, eux, partent des textes et des monuments, je voudrais ici faire l'inverse, partir du support réel du symbole. De la sorte, un certain nombre d'explications de celui-ci se présenteront d'elles-mêmes. C'est un retour aux sources que je vous propose, un retour à la nature. Et de l'observation de la nature, on va mieux comprendre normalement le symbole et le mythe de Sisyphe. Donc, Jean-Henri Fabre, que je vous présente quand même, c'est certainement le plus grand entomologiste français, donc entomologiste savant qui travaille sur les insectes, un type merveilleux qui a vécu en Provence, c'est ma région natale. Il y a beaucoup de bousiers aussi en Provence, comme en Afrique, et il les a étudiés notamment. Et il a laissé pour ça Souvenirs entomologiques. Vous pouvez trouver tout aussi gratuitement, vous tapez Souvenirs entomologiques Jean-Henri Fabre sur Google, vous arrivez sur un site où tout ce qui concerne, tous les chapitres qui concernent le scarabée bousier, vous les aurez sur un site en libre lecture. Je vous les recommande, c'est tout aussi ahurissant, parce que lui a eu toute la préscience et l'intuition de l'Égypte derrière cet animal ou de l'inverse, quoi. Quel empressement autour d'une même bouse. Avant que le soleil soit devenu trop chaud, ils sont là par centaines. Premier point fondamental, le bousier travaille à l'aube. Il ne supporte pas la chaleur. Il peut la supporter, mais il n'aime pas. Or, il personnifie l'aube en Égypte ancienne. Donc, c'est important. On a une première observation naturelle et ce symbole l'incarne. Ok. Se hâtant de se tailler une part dans le gâteau commun. Vous voyez la bouse qui est complètement chaotique et puis ils sont tous là pour façonner une boule dedans. Une fois que les provisions sont faites, d'ailleurs là, vous voyez qu'il y a une boule qui est en train d'être faite par un ou deux scarabées. Les provisions sont faites, il s'agit maintenant de se retirer de la mêlée et d'acheminer les vivres en un lieu opportun. La phrase est la plus importante, c'est ce qu'on va voir. Là commencent les traits de demeure les plus frappantes du scarabée. Moi je dirais, là commence l'histoire du mythe de Sisyphe grec. C'est ça, vous allez voir. Donc, ils viennent chercher du fumier parce qu'ils en ont besoin pour se nourrir. Ils forment une boule. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils aillent la cacher pour pouvoir la manger tranquillement sans qu'on leur pique. Ça, c'est la première chose. Première relation linguistique que j'avais proposée dans le petit opuscule que vous pouvez trouver là. On voit déjà que, alors, la relation linguistique, je tiens quand même à le dire, ne s'est peut-être pas faite de façon aussi directe, mais on peut quand même noter que cette translittération qui est offerte à cette graphie du nom de Khépri, venant de Képer, devenir, naître, grandir, on peut s'apercevoir que Khépri et Kopros en grec ancien, c'est exactement le même terme. Et qu'est-ce que signifie Kopros? Vous enlevez le suffixe là, os, le suffixe nominal, kopr, kepr, Képer, hein. Mais Kopros, c'est l'excrément en grec ancien. Ok, donc on a là une relation qui nous apparaît là directe. Hein. Comment elle s'est faite linguistiquement, c'est autre chose, mais c'est un premier commentaire que nous pouvons faire. La racine est trilitère cette fois, 3 consonnes qui structurent. K, P, R. Le K, il faut l'entendre, c'est pas forcément un K. Ça peut être R, ça peut être CH. Bon, ça peut être K, et puis il y a des petites mutations linguistiques qui peuvent venir transformer tout ça en S, comme dans le copt, on le verra tout à l'heure. Ok, donc excrément, fumier, saleté, ordure. Retenez ça aussi, saleté, ordure, vous allez voir, on va y revenir. Ok, alors là, je vais vous faire un petit peu de lecture, pas que j'aime ça forcément, mais parce qu'on a là le travail de cet entomologiste que je vous ai présenté, Jean-Henri Fabre. Et je voulais vous lire quand même ce qu'il écrit, c'est important. Donc souvenez-vous, on était resté sur le bousier a façonné sa boule, et là commencent les mœurs les plus fascinantes du scarabée. Voici un premier pas difficile. Le bousier s'achemine en travers d'un talus, donc un obstacle. Et la lourde masse tend à suivre cette pente. Mais l'insecte préfère croiser cette voie naturelle, projet audacieux dont l'insuccès dépend d'un seul faux pas, d'un grain de sable troublant l'équilibre. C'est pas grave, il y va. Le faux pas est fait. La boule roule au fond de la vallée. Ça vous rappelle Sisyphe. L'insecte, culbuté par l'élan de la charge, gigote, se remet sur ses jambes, accourt s'atteler. Il se propose de remonter le talus qui pourtant lui a été fatal. Là, c'est Jean-Henri Fabre qui parle au scarabée. Mais prends au moins ce sentier qui par une pente douce te conduira là-haut. Pas du tout. S'il se trouve à proximité quelques talus bien raides, impossibles à remonter, c'est celui-là que l'entêté préfère. Alors commence le travail de Sisyphe.
La boule, fardeau énorme, est péniblement hissée, pas à pas, avec 1000 précautions, à une certaine hauteur, toujours à reculons. Souvenez-vous les pieds, les pattes, à reculons. Ah, un mouvement mal combiné, mais à néant tant de fatigue. La boule dévale encore, éternellement, entraînant avec elle le scarabée, l'escapade est reprise, bientôt suivie d'une nouvelle. La tentative recommence, mieux conduite cette fois, etc., 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 etc. Voilà que la jambe glisse sur un gravier, la boule redescend avec le bousier, et celui-ci de recommencer avec une opiniâtreté que rien ne lasse. 10 fois, 20 fois, il tentera l'infructueuse escalade. Là, je vous présente le Sisyphe de Schaeffer. Donc ça, c'est le nom de ce type de bousier-là. C'est un type de bousier qu'il y a aussi dans ma Provence natale. Celui-ci, pour le coup, je ne sais pas s'il est en Afrique, mais je pense que oui, parce qu'il y a tellement d'espèces. C'est un bousier, je ne vais pas vous faire la description, qui a des pattes très longues, comme une araignée, bien que ce soit intéressant aussi, mais je ne vais pas avoir le temps de m'appesantir. Et ils lui ont donné directement ce nom à lui, le Sisyphe de Schaeffer. Bon. Ok, et j'aurais aussi beaucoup à dire sur ce nom, Schaeffer, parce que Schaeffer, c'est Kepler en fait, c'est ça qui est incroyable, mais c'est un hasard, parce que c'est le nom de l'entomologiste. Mais bon, je vais pas faire d'onomastique aujourd'hui, j'ai pas le temps du tout. Et on arrive au point central, quand la science et la mythologie se rencontrent. Souvenez-vous maintenant d'Homère, l'Odyssée, chant 11, gravé dans le marbre, entre guillemets. Arc-bouté des pieds et des mains, il poussait ce grand bloc. Comment il est il est arc-bouté des pieds et des mains sur son bloc. Vous voyez ça? Maintenant, Yves Camphor, le scarabée dans l'Égypte ancienne, 20e siècle. La boule va être roulée par le scarabée qui adopte pour cela une attitude particulière. Il est arc-bouté sur sa boule. Moi, je trouve ça incroyable. Un scientifique qui, en regardant quelque chose, écrit qu'il est arc-bouté, et puis la traduction homérique qui donne la même phrase. Bon. Il roule, ça c'est l'autre façon de traduire cette phrase, que je vous avais dit qu'il y avait deux façons. Les deux sont tout à fait pertinentes. Il roule un énorme rocher et le pousse avec ses pieds et ses mains. Qu'est-ce que vous voyez là? Tout s'explique. Bien sûr qu'il pousse son rocher avec ses pieds, puisque c'est un scarabée bousier. C'est la seule façon de le comprendre. Moi je demande, si on me dit que tout ça c'est pas pertinent, je demande alors, pas de problème, je mets à la poubelle mon hypothèse. Maintenant explique-moi comment Sisyphe pousse son bloc avec les pieds en montant une montagne. Voilà. Moi, c'est ce que je propose. Le bousier embrasse la sphère de ses deux longues jambes postérieures, dont les griffes terminales servent de pivot de rotation. Donc, il fait bien avancer et tourner sa boule avec ses pieds. Voilà, il progresse à reculons avec sa charge. Ok. Le scarabée sacré, un insecte chtonien, c'est-à-dire qui descend dans le centre de la Terre. La catabase, on en a parlé, Sisyphe dans les enfers. Pourquoi, du coup, ce Sisyphe, dans ce mythe, est présenté par les mythographes comme descendant aux enfers et faisant des allers-retours? Mais parce que c'est les mœurs du bousier. Le bousier, une fois qu'il arrive dans un endroit qui lui plaît, il va creuser un trou et descendre dans les enfers grecs, dans le monde souterrain. Il va aller mettre sa boule et il va sceller le tout. Et on ne verra plus aucun signe de... Si vous passez à côté, aucun signe de... Voilà, tout a été refermé, il est sous terre. Roulant sa boule, le scarabée va bientôt l'enfouir dans le sol en creusant un véritable terrier avec puits d'accès et chambres souterraines. Alors ça, c'est un autre axe de cette recherche qui est fondamental, c'est qu'en fait, tout le registre funéraire, ou une grande partie, est fondé aussi sur les mœurs du scarabée. Parce que le scarabée, il va carrément creuser il creuse un couloir avec puits d'accès, chambres souterraines, il scelle le tout. Et tout ça, en fait, c'est très très proche des rites funéraires égyptiens. Vous allez voir même de la momification. Mais je ne vais pas avoir le temps non plus ça aujourd'hui, parce qu'il faut qu'on se concentre sur Sisyphe. Ok. Et donc là, je vais vous lire ça parce que c'est pour la suite. La boule. La boule, en fait, que pétrit le scarabée, ne sert pas seulement pour la nourriture. Ça, c'est au printemps, quand arrive l'été. C'est là qu'il, pendant 2 mois, en fait, il a 2 mois de liesse, il va manger le plus possible. Après, il fait trop chaud, l'été arrive. Il se met dans le sol. Pensez à Sisyphe dans les enfers. Et après, quand les jours plus froids reviennent, là, on voit le scarabée ressortir. Et cette fois-ci, il va venir pétrir des boules, mais plus pour manger, pour pondre dedans et pour la continuité de son espèce. La boule peut aussi servir à la ponte, au développement de la progéniture. Dans son terrier, le scarabée la façonne en forme de vase à collerette. Et donc là, dans ce deuxième temps, vous avez tout le Khépri ou démiurge. Vous comprenez pourquoi Khépri, le dieu égyptien, est un grand démiurge, c'est-à-dire un créateur du monde. Cette boule, c'est le monde, c'est la planète Terre, c'est tout ce que vous voulez. Parce que le scarabée
est un animal si incroyable, c'est-à-dire que nous, les êtres humains, les femmes naissent avec tout le système qui permet de reproduire l'espèce, en fait. C'est comme ça. Le scarabée, non. Les femelles n'ont pas de système, en fait, pour reproduire leur espèce. C'est incroyable. Un biologiste vous dirait, c'est une anomalie. La reproduction de l'espèce, pour les biologistes en général, ils axent tout sur ça. Pour eux, c'est le principal moteur de la vie, en fait, du vivant. Donc, cet animal est tellement incroyable qu'il a à sa charge la création de sa propre matrice. Et c'est ça qu'il faut comprendre, pour tout comprendre aussi, la peau de chèvre, etc., parce que c'est la nébride en fait. Le scarabée, il a à sa charge, il est responsable. S'il ne pétrit pas sa boule, sa matrice en fait vivante, l'espèce, elle est finie. Donc, il a un gros poids sur les épaules quand même. Ça nous rappelle un peu Sisyphe, c'est vrai en ce sens. Mais il y va, il y va. Et c'est pour ça qu'il est aussi opiniâtre, parce qu'il n'a pas le choix en fait. Il ne peut pas baisser les bras. C'est pour ça qu'il va tout le temps rechoper sa boule en bas, parce qu'il ne peut pas la laisser. C'est impossible, sinon l'espèce est éteinte. Bon. Incroyable quand même comme meurtre pour un animal. Regardez ce que nous dit, toujours le même, donc notre entomologiste. En sa haute sagesse, c'est le terme qu'il emploie au XXe siècle, le scientifique. Comme n'en possèdent jamais les jeunes animaux supérieurs, parce qu'il parle là de la larve et de la nymphe en fait. Une fois que l'œuf a été pondu, il y a un ver qui sort, c'est une larve, ça devient une nymphe. Et il parle de ce jeune animal, de ce jeune scarabée. En sa haute sagesse, le nouveau-né, tout luisant encore des glaires de l'œuf, connaît à fond le péril. En fait, il connaît déjà intuitivement toutes les façons qu'il peut avoir de mourir avant même d'avoir percé son œuf. Et il les évite toutes par une tactique de succès assuré. Vous avez là Sisyphe qui, on lui envoie la mort, il ruse, il neutralise la mort. On l'envoie dans l'Hadès, il en ressort. Vous voyez? C'est ça. C'est ce que nous dit Jean-Henri Fabre. La correspondance est totale. Pourquoi Jean-Henri Fabre qualifie cet animal de sage? Parce que quand il est au stade enfant, larvaire, il connaît déjà par prescience ou par intuition tous les périls qui peuvent lui tomber dessus et il les évite tous. En général, hein, ça arrive qu'il y en ait qui meurent. Et donc, souvenez-vous d'Homère, qui nous parlait d'un Sisyphe qui était humanisé. De toute façon, tous les dieux sont humanisés en Grèce. Hein. Vous vous souvenez de la phrase qu'on attribue à Brennus, général gaulois qui arrive au temple d'Apollon à Delphes, et puis qui en entrant s'écroule à ce qu'on raconte en rigolant et en disant « mais c'est quoi devant les statues grecques? Mais c'est pas des dieux, ça c'est des hommes. Hein » Oui, dans le monde grec, de toute façon, le scarabée ne pouvait pas être un scarabée en Grèce. Il était humanisé. Tous les dieux, tous les personnages étaient humanisés. Sauf exception. Donc voilà, c'est là que vivait Sisyphe, le plus rusé des mortels. Et là, je vous dis ma proposition. Quand il dit c'est là que vivait Sisyphe, il parle de l'Acrocorinthe, là, hein, de la cité emmurée dans une enceinte. Éphire, l'éphire. Mais c'est ça la cité emmurée dans une enceinte. C'est de cette Corinthe en fait symbolique que Sisyphe va être chassé. C'est obligatoire que Sisyphe soit chassé de cette ville, même si c'est présenté comme une punition de Zeus, parce que s'il n'en sort pas, il meurt. Il doit percer sa gangue, le Sisyphe. Bon. Ok, donc différentes versions du mythe, mais des éléments récurrents. Sisyphe est plein de métises d'intelligence rusée, on l'a vu, il conjure la mort, il transgresse la mort, il est condamné. Moi, je dis ça, Sisyphe égale scarabée, le scarabée est plein de métises d'intelligence rusée, le scarabée conjure la mort, tous les périls. Le scarabée transgresse la mort en faisant des allers-retours continuels entre la surface de notre planète et le monde chtonien, souterrain, hein, qui nous fascine tant tous. Et puis le scarabée pousse éternellement. J'ai changé son fardeau en son destin. Parce que c'est son avenir qu'il pousse dans cette boule, le scarabée. Le scarabée sacré, un insecte qui a besoin d'eau. On arrive au début du mythe. Souvenez-vous, résumé. Ça commence comme ça. Sisyphe, roi de Corinthe, a besoin d'eau. Alors quand on veut avoir une deuxième lecture de ce mythe, on peut se poser la question, mais pourquoi Sisyphe a besoin d'eau? Parce que, donc c'est quoi? Si le fleuve en fait ne lui fait pas un don d'une façon tout à fait hasardeuse, il n'y a pas d'eau dans sa ville en Grèce? Bon, tout à fait bizarre. Mais je vais vous lire ce que nous raconte Yves Camphor. La poire que je vous ai montrée, qui contient la nymphe, puis l'adulte, fraîchement éclos, donc le scarabée, acquiert en se desséchant la dureté de la pierre. Parce que c'est très proche de la surface, le petit terrier du bousier. Il est dans les enfers, ok, mais il est proche de la surface. Et souvenez-vous,
c'est les chaleurs, c'est l'été, c'est la canicule. Donc il y a un phénomène de dessiccation qui va se passer avec la matrice, l'œuf. C'est-à-dire qu'elle va commencer à se dessécher par les bords et ça va devenir une gangue, une coque dure comme la pierre. Ça là. Au début, c'est tout mou parce que vous vous souvenez, c'est de l'excrément. Et puis après l'été, là, c'est devenu de la pierre. Et l'insecte, il est emprisonné dans sa gangue. Il est donc impossible à l'insecte d'en sortir, à moins que l'humidité du sol ne la ramollisse. Dans la vallée du Nil, celle-ci provient directement de la crue. Donc tous les petits trucs entre parenthèses et 3 petits points, c'est parce que c'est un auteur qui fait des phrases à rallonge et que je n'avais pas le temps de tout vous mettre, mais croyez-moi, vous pouvez trouver ça sur Google et je n'ai pas fait de faux montage, ce sont ces phrases. Ok, donc dans la vallée du Nil, cette humidité, cette eau, provient directement de la crue. Le scarabée devait être trouvé en nombre au début de la crue, nageant, puis se hissant hors de l'eau. Ce phénomène avait tant frappé les Égyptiens anciens que les textes le mentionnent, ils évoquent le scarabée qui est dans la crue et qualifient Képri de nageur des dieux. Les eaux qui apportent la vie à toute l'Égypte font également renaître le scarabée. C'est son début. Le début du monde du scarabée commence dans les eaux. Il naît dans le bain de ces eaux. C'est pourquoi la libation de l'eau était si importante dans les rituels égyptiens. On offrait aux morts l'eau qui les ferait renaître. Et souvenez-vous, le dictionnaire de la mythologie grecque, ce fleuve Azope du Péloponnèse qui se jette dans la mer fut divinisé, etc. Dieu fleuve, la crue, on l'a là. Sisyphe a besoin d'eau. Il est dans l'enceinte, dans les murs de sa cité. Et il représente cette nymphe, ce scarabée qui n'est pas encore au stade adulte. Et il a besoin d'eau parce que les murs de sa cité sont devenus trop pierreux et il ne peut plus sortir. Donc, voyant Zeus et tout ça, il se dit, tiens, il va éviter le premier péril, ça va être l'occasion d'avoir un peu d'eau pour pouvoir en fait sortir de sa ville. Et c'est directement dans la version grecque ce qui se passe, puisqu'il est tout de suite chassé, première punition. Le scarabée sacré, un insecte qui a besoin d'eau. Une averse, donc là toujours Jean-Henri Fabre, une averse est pour lui question de vie ou de mort. Horus Apollo, écho des mages de l'Égypte, avait vu juste en faisant intervenir l'eau dans la naissance du scarabée sacré. Et souvenez-vous, Pausanias, je ne vous avais pas lu la phrase, mais derrière ce temple est une fontaine qui est à ce qu'on prétend un don de l'Azope. Sisyphe, ayant vu Zeus enlever une des filles de ce fleuve, ne voulut pas lui nommer le ravisseur, à moins qu'il ne lui eût fait venir de l'eau. Donc moi, je repropose un nouveau résumé du mythe grec de Sisyphe à la lumière de la cosmogonie égyptienne qui concerne le scarabée sacré. Sisyphe, le scarabée bousier, a besoin d'eau pour naître. Assistant au rapt de la fille du fleuve Azope, il songe à conclure un marché avec ce dernier. Il demande au fleuve de lui offrir de l'eau, soit par une inondation, une crue, soit par une fontaine, comme le scarabée en Égypte qui naît dans la crue. En échange du nom du ravisseur de sa fille, le fleuve lui donne l'eau, Sisyphe lui donne le nom, Zeus inflige au scarabée plusieurs châtiments. D'abord, il est chassé de sa cité, donc c'est le scarabée qui peut enfin sortir de sa coque, l'enceinte de sa ville symbolisant la boule matricielle. Ensuite, il reçoit une peine à perpétuité, il devra rouler éternellement sa boule de nourriture jusqu'au sommet d'une ou d'un talus sans jamais parvenir à l'y hisser, la boule retombant chaque fois dans la plaine. Donc en troisième et dernière partie, et on conclura sur ça, je pense qu'on peut proposer sérieusement quelques nouvelles étymologies, j'en ai juste 2 ou 3, à quelques mots qu'on a vus dans cette conférence et qui semblaient importants. On voit que cette eau, je ne vous ai pas mis la citation, mais Jean-Henri Fabre évoque le baptême pour le scarabée. Il dit que cette eau, que quand il y a une ondée qui apparaît en plein été, c'est tout un baptême pour le scarabée. Et il était très intelligent d'employer ce terme. Donc la première chose dont nous pouvons nous rendre compte, et ça c'est pour moi le point important, je m'explique avant de vous le lire. Quelquefois, quand vous faites de la mythologie comparée, je m'intéresse aussi par exemple beaucoup aux mythologies amérindiennes parce que j'ai une ascendance québécoise et que les Québécois sont très mélangés aux Amérindiens et que je me suis toujours intéressé à cette mythologie. Quelquefois, vous pouvez trouver des mythes qui sont très semblables en fait, un mythe amérindien, un mythe asiatique ou européen, africain. Ça c'est une chose. Mais lorsque vous avez 2 mythes qui sont sensiblement les mêmes, et qu'en plus, au niveau du vocabulaire, il y a des correspondances, là, pour moi, on est en face
d'un échange, d'une passation. Ça, ce n'est pas le fait du hasard. C'est ma pensée, en tout cas moi. Or, qu'est-ce qu'on peut dire? Je cite Dibomba Rinpoche dans un ouvrage qu'il a écrit, Le Char du Dieu, publié en 2016. Les manuels de vulgarisation donnent à la racine Képer, donc le nom de Képri, le scarabée, le dieu égyptien, de correspondre au copte Sopi. Donc Sopi en copte, ça a le même sens que Képer en égyptien, devenir transformé. Cette forme est confirmée par le Wolof, Sopi, devenir, changer, transformer, la même chose. Le lien que cette graphie entretient avec la notion de connaissance, le plus rusé des mortels, aura pu justifier du grec ancien Sophia, sagesse, enseignement, variante effective du copte Sopi, devenir. Dans ce vocabulaire, Dibomba met aussi en exergue le fait que le bozo dira Sobi ou Sopi pour dire l'excrément. Donc c'est le nom de ce scarabée. C'est un des noms, disons. Sopi, Sobi. Ok. Mais ce Sopi, dont la racine est sop, c'est exactement la même racine que le souf ou le sof de Sisyphe. Il y a une correspondance qui est absolument totale. Il n'y a aucune différence linguistique. Puisque, je vous le rappelle, dans cette hypothèse linguistique, qui pour moi est la plus convaincante en ce qui concerne le découpage, si c'est une prothèse, c'est un préfixe, c'est à peu près certain, on a la racine au milieu, souf, et puis le suffixe qu'on enlève. La racine, c'est souf, sof. Et le P, le B, le F, le V se réalisant les uns après les autres en fonction de petites mutations phonétiques, souf ou sop ou sob, on a exactement le même terme. Bon. Et là, pour moi, on a une correspondance qui est quand même tout à fait importante. Donc, Sopi, excrément, souf, Sisyphe, le porteur de fardeau, et puis Sopi, qui désignera en copte le scarabée, Képer, renaître, etc. Si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis la petite source, webconférence de Dibomba Rinpoche, le nom de l'Égypte ancienne, partie 1, méthode Kuma. Vous verrez, il va plus loin dans les propositions qu'il fait, bien sûr. Et nous, ça nous a servi à boucler la boucle à propos de Sisyphe. Donc ces eaux-là, qu'en fait-on? On peut s'apercevoir que Sop, Sof, la racine de ce nom, au Bassa, au Cameroun, en Bassa, ils diront Sop, versé. On est dans le domaine du baptême, de l'inondation, de la crue liée au Nil, symboliquement. Douala, Sopo mouillé. Bassa, Soba purifié, baptisé. Ça correspond, selon moi, à ces translittérations de l'égyptien ancien. Sebak, purifier, nettoyer, faire revivre, ranimer. Seb, vous voyez la racine. Seb, sob. Parce que le P se réalise en B. C'est une petite mutation linguistique usuelle dans les langues africaines, dans le latin, dans le grec, dans à peu près toutes les langues. Regardez en dessous. Le Fang dira Asob, laver. Mais c'est exactement le nom, vous vous souvenez, Azop, du fleuve. C'est pour ça que je vous avais proposé qu'on le garde en tête. Donc c'est pour ça que j'ai mis aussi point d'interrogation grec ancien. Le Fang dit Asob, laver, grec ancien. Est-ce que vraiment c'est du grec ancien ou est-ce que c'est un emprunt ou... Azop, le nom du fleuve. Donc c'est traduit par le boueux. Je vous ai dit, les linguistes disent c'est le boueux. Moi je dirais c'est plutôt tout ce vocabulaire-là, le nom du fleuve. Il est là, lui, ce fleuve Azop, Asob, pour laver, pour baptiser le scarabée, Sisyphe. Vous voyez, pour le faire naître, lui offrir un nouveau nom dans les eaux de sa naissance. C'est tout à fait... Donc nouvelle étymologie aussi au fleuve Azop, que je propose, je trouve ça assez convaincant. Et puis, petit résumé, le copte, donc Sopi, changer, se transformer. Et alors, bon, j'ai mis cette petite curiosité, le Kivila, c'est une langue qui est papou. Papou. Donc c'était censé être une langue austronésienne. Bon, ben, ils disent Sopi, c'est l'eau, les papous. Bon, il y aurait tout un chantier à faire aussi là, sur les liens entre... Et vous vous souvenez, comme Jean-Claude Mboli tout à l'heure nous a montré, que c'était une voie de migration africaine, et puis que bon, des mots sont peut-être restés comme ça. On ne va pas s'attarder là-dessus, je l'ai mis... Et puis, c'est peut-être un hasard, nous diront certains, c'est possible, pourquoi pas. Bassa, sop, versé, bassa, sopo, mouillé. Hop. Notre scarabée, le porteur de fardeau, qu'on pourrait dire plutôt Lucifer, c'est-à-dire étymologiquement le porteur de lumière, qu'on peut associer à Jésus, égyptien ancien. Regardez ici. Ce sont des translittérations, mais qui pour moi, ces translittérations sont très justes et qui correspondent à ces termes des langues africaines, notamment bantou. C'est bête. Vase aiguière.
Ce sont les vases à anse qu'on utilisait en Égypte pour baptiser, pour faire les ablutions. Mais aussi fardeau, c'est un terme polysémique. Chargement, crasse, saleté, le mauvais, le mal. Donc voilà, en égyptien ancien, on a ce terme. Sébou, saleté repoussante. C'est cette boule d'excréments. Car c'est vrai, les Égyptiens anciens, apparemment, de ce qu'on trouve dans les textes, étaient assez répugnés par les excréments. Donc il y avait une espèce d'ambiguïté par rapport à ce dieu, qui était un des plus grands dieux de leur panthéon, un des plus grands principes. Mais en même temps, ils étaient assez répugnés. Bon. Cette boule, c'est tout ça qu'ils poussent, regardez. Les soninké, sobé, excréments, égyptiens anciens, seb, passer par-dessus, franchir. En fait, tout ce vocabulaire, si vous êtes attentif, il raconte l'histoire de Sisyphe. La boule de saleté, qu'on pousse, qu'on doit faire passer par-dessus pour franchir les obstacles qu'on trouve sur notre route, mais cette boule qui en même temps correspond aux eaux du baptême, puisque c'est les eaux qui devront l'ouvrir une fois qu'elle se sera transformée en pierre, et qui est donc autant liée au vase qu'un fardeau, quoi. C'est toute une polysémie, une homonymie, comme nous en a parlé Jean-Claude Mboli tout à l'heure. Ensuite, encore en bas, égyptien ancien, Séba, c'est un terme polysémique, enseignement, sagesse, c'est aussi l'élève. L'élève, c'est ce scarabée qui apprend toujours, à travers ses métamorphoses. L'étoile Sirius, bien sûr, avec le même terme, parce que c'est quand elle se levait que la crue apparaissait, tout ça c'est lié. Et puis, grec ancien, au milieu de tout ça, mais visiblement c'est aussi un emprunt, ou on peut faire d'autres hypothèses, mais Sophia, ce sera la sagesse, c'est exactement, ça correspond à l'ancien égyptien, à cette translittération. Autre translittération, ancien égyptien, Sébi, périr, disparaître, défaillir. Et pour moi, cette homonymie-là dans l'égyptien ancien, dans le lexique pharaonique, c'est ce qui justifie cette phrase, par exemple, très connue de Socrate, qui, pour moi, si on étudie la phrase en grec, n'a pas trop de sens. Ceux qui, au sens droit du terme, recherchent la sagesse, la sophia, s'exercent à mourir. Mais en égyptien ancien, on comprend tout ça très aisément, puisque c'est le même terme pour dire mourir et pour dire sagesse. Vous voyez? Sagesse, c'est bas, mourir, c'est bi. Donc là, Socrate, il parle égyptien ou je ne m'abuse? Je ne sais pas. C'est pas à moi de trancher. Et je terminerai, c'est mon dernier slide. Je reviendrai à René Lachaud pour essayer de tempérer un petit peu sa mélancolie qui passait à la fin de son chapitre sur le scarabée. René Lachaud, je vais juste vous le dire, avait une dent contre le christianisme et contre les chrétiens. Il considérait que c'était un appauvrissement total en comparaison de ce qui avait été la culture égyptienne. Et bon, il était un peu mélancolique et lui aussi il pensait, comme Boli nous a montré tout à l'heure, les temps c'était mieux avant. René Lachaud pensait ça aussi quant à l'Égypte ancienne. Et il disait qu'Éper, voilà notre Sisyphe, symbole du passage, du mouvement, n'a pas franchi les limites de la civilisation égyptienne. Les Grecs et les premiers chrétiens comprendront mal ce symbole appartenant à l'ésotérisme pharaonique. C'est vrai qu'il y a des passations dans lesquelles les Grecs n'ont pas compris grand-chose. Les Grecs préféreront l'image du phénix. Et ça me permettait aussi de faire le lien avec la dernière conférence de la journée, puisque Di Bombari nous parlera du phénix. Donc les Grecs préféreront l'image du phénix, éternellement renaissant de ses cendres, mais vous avez vu, c'est le même principe. Les disciples du Christ s'englueront dans l'aspect trinitaire du symbole en cherchant à le comprendre et en ne réussissant pas. Pourtant, ils feront passer à travers les siècles le scarabée sacré de l'Égypte à travers le prénom René. Et moi, je voulais ajouter un commentaire à cela pour tempérer sa mélancolie. Et je pense que je l'ai montré, du moins j'ai essayé. En réalité, si ce symbole et ce scarabée ont franchi les limites de l'Égypte, mais simplement pas à travers le mythe ou le personnage auquel on s'attendait. Mais Sisyphe, c'est ce scarabée. Donc quelque chose est passé. Voilà, c'était pour moi une façon de tempérer un petit peu ce pessimisme. Et je vous ai remis le splendide tableau de Vladimir Kouch. Je vous remercie.